ce que tu évoques, ça relève de la stratégie. Et moi, je dis, parce que j'entends des bruits, je ne sais pas s'ils sont fondés. J'entends dire, par exemple, que au sortir de ça, on va former un gouvernement d'union nationale. Mais pourquoi former un gouvernement d'union nationale? Un parti très fort, qui a un très bon bilan, mais dont l'un des aspects du bon bilan, c'est de faire souffrir les Congolais. Mais ils veulent un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? On leur dit, allons au dialogue, faisons le point, un dialogue national inclusif pour permettre aux Congolais de mettre les problèmes sur la table et de redémarrer. Même ça, ils n'en veulent pas. C'est constitutionnel. Le Conseil national du dialogue est une institution constitutionnelle qui n'est pas mise en place depuis 15 ans. Mais le travail que nous faisons pour que tout ça se mette en place, pour que nous soyons debout, maintenant, le reste, je dois Oui, dire, mais Christian, pardon, pendant que vous allez continuer à Clément Mirassa, puisque on parle d'un gouvernement d'union nationale, tout ça, ce sont des qualificatifs qui, ah en non, réalité, c'est j'apprends. pour distraire les gens. Oui, on apprend, tous on apprend, évidemment. Non, mais je Gouvernement vais, d'union avant que tu ne nationale. parles, Mais moi, Christian. je vais poser Non, ma question. Vous allez me non, mais répondre par avant la que même tu ne question. parles, non, mais Oui, avant que tu ne parles, oui. on m'a envoyé sur les réseaux sociaux une première proposition du gouvernement. Et je découvre là-dedans Clément Miarassa, ministre de l'économie, ministre du plan, ministre de la statistique, ministre de l'intégration régionale. J'ai dit, mais ça sort d'où ça? Je vois une autre proposition. Bon, Miarassa n'est pas au gouvernement. Et je vois Conseil économique, social et environnemental, président Clément Miarassa. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Miarassa se bat pour le changement et la rupture. Et Oui, mais aujourd'hui, pendant que vous le Christian, dites, Clément, dites-moi, puisque là, il y a déjà, je ne sais pas lesquels sont en train de faire circuler de telles informations. Vous dites, on parle d'un gouvernement d'union nationale ou je ne sais de quoi concrètement. Et il y a même des propositions comme ça de gouvernement où votre nom figure parfois. Mais dites-moi, de j'en ai manière, vu voilà, deux ou évidemment. trois, j'étais surpris, très Oui, mais surpris. c'est la question que moi je veux vous poser, de savoir si jamais vous êtes proposé au poste de Premier ministre du gouvernement congolais, le mandat qui va suivre de Denis Sassou Nguesso, s'il faut le dire comme ça. Quelle sera votre réponse? Ben, c'est une proposition qui ne peut pas intervenir, Christian. Non, mais si elle est faite, Parce que non, Denis mais je Sassou vous Nguesso dis, dit, moi je veux de Clément Birassa Premier ministre du gouvernement. non, Vous mais faites j'en quoi? viens, Christian. Clément Mierassa est l'une des personnalités politiques qui s'expriment très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et les Congolais connaissent mes idées, connaissent ce que je défends, pas seulement à travers le RFC, mais l'homme politique que je suis. Christian, je ne peux pas être Premier ministre pour aller soutenir des voleurs. Bonjour et bienvenue dans Droit de savoir, mesdames, messieurs. Merci d'avoir encore choisi R7. Le Congo-Brazzaville traverse actuellement une période marquée, vous le savez, par une érosion des principes éthiques et des valeurs. La prolifération de comportements malhonnêtes, de vices, un affaiblissement de la probité morale et une dégradation des mœurs jusqu'au sommet. Le pays évolue, ça aussi vous êtes en train de le constater désormais, dans un système où les valeurs sont inversées. Serait-ce là la nouvelle idéologie du Parti congolais du travail, le vol, la corruption, l'achat de conscience et les crimes à ciel ouvert? On en parle aujourd'hui avec Clément Mirassa, président du Rassemblement des forces de changement RFC. Bonjour Clément. Bonjour, Christian. Merci pour cette opportunité une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation. À l'approche de la date de l'investiture de Denis Sassou Nguesso, les discours politiques au sein de certaines institutions congolaises, si tant est qu'ils méritent encore ce qualificatif, rappellent l'ère du parti unique, le parti État. On y observe une flatterie sans retenue et une propagande démesurée, laissant entrevoir
un possible recul du Congo sur tous les plans. Sur ce, je voudrais vous faire réagir, Clément Mirassa, sur la déclaration faite par le deuxième secrétaire de la Chambre basse du Parlement, Alain Pascal Inda. Vous le connaissez très bien, c'était le 2 avril dernier. Vous l'avez très certainement entendu, il affirmait accompagner Denis Sassou Nguesso dans sa réélection, s'il faut encore le dire comme ça, dans un cadre républicain, je reprends, dans un cadre républicain, et pour promouvoir un avenir de prospérité partagée. Un avenir de prospérité partagée. Commençons par le cadre républicain. Est-ce que la République existe encore au Congo? Christian, merci pour ta question. Je crois qu'au Congo, nous avons beaucoup de problèmes. Et il y a un problème auquel je tiens beaucoup, c'est le respect de la Constitution. Et je l'évoque assez souvent en faisant ressortir clairement le fait que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Je ne peux donc pas parler de caractère républicain. Je répète assez souvent que le Congo n'est pas une démocratie, c'est une démocrature. J'évoque assez souvent le fait que l'indice de démocratie du Congo est de 2,79 sur 10, donc véritablement médiocre, et place le Congo parmi les pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Donc, je crois qu'il faut qu'on essaye de faire l'effort au Congo, de sortir de la langue de bois et d'aborder clairement la question. Lorsque le deuxième secrétaire de l'Assemblée nationale évoque ça, ce qui me peine, c'est qu'il parle au nom d'une institution. Et cette institution a un rôle extrêmement important dans le bon fonctionnement de la démocratie, si tant elle contient en son sein ce qu'on appelle des représentants du peuple. Et le peuple a bien suivi l'élection qui s'est déroulée le 15 mars 2026 et a suivi tout ce qui s'est dit, a vécu, a vu les vidéos sur les irrégularités, sur le bourrage des urnes, sur la corruption. Donc, lorsque j'entends le deuxième secrétaire de l'Assemblée déclarer ça, je suis préoccupé parce que c'est une institution qui devrait jouer un rôle extrêmement fort plutôt, mais qui a choisi d'être inféodé et qui fait le jeu, comme vous dites, parti-État. Ça veut dire que on fait le culte de la personnalité. On ne sait même pas, on n'a même pas le courage de se pencher sur un fait important. C'est que le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité à la loi depuis 2002, c'est-à-dire pratiquement près d'un quart de siècle. Et là, notre Assemblée nationale ne le sait pas. Et moi, ce qui me surprend, c'est que j'ai introduit un certain nombre de recours pour lesquels la Cour constitutionnelle a fait une notification des décisions qui ont été prises. Et dans les décisions qui ont été prises, il apparaît clairement que ni le Parti congolais du travail, ni le président Denis Sassou Nguesso ne sont en conformité avec la loi. Donc, j'ai été très triste de suivre cette déclaration et je le regrette très sincèrement. Mais qu'est-ce qui peut expliquer évidemment cette césure? Parce que finalement, c'est ce que, enfin après je peux me tromper, je constate que le Congo est désormais divisé en deux. Il y a des gens euh, qui croire, oui, c'est le verbe qu'il faut utiliser, qui croient encore que l'État congolais existe encore, la République existe, malgré tout ce que nous sommes en train tous d'observer. Un pays où on peut tuer les gens en public, sans procès, on peut voler des milliards d'argent public. On peut, en fait, c'est un pays où, comme je l'ai dit tout à l'heure, les valeurs sont inversées. On a vu d'ailleurs Denis Sassou Nguesso aux côtés d'un criminel recherché par la justice pour détournement de beaucoup de milliards. On a vu le procureur de la République en train de battre campagne à côté d'un candidat. Ce qui, à mon avis, je ne sais pas, c'est inimaginable, mais bon, au Congo, ça existe. Et il y a un Congo comme ça où on peut violer les lois, on peut se comporter comme on veut, c'est-à-dire un Congo où tout est permis.
Mais vraiment, tout est permis. Et à l'autre Congo, des faibles, s'il faut appeler ça comme ça, de la population congolaise qui regarde, je ne sais pas, de loin, en train de voir comment le Congo est en train de mourir. Est-ce que c'est comme je le posais la question tout à l'heure, une nouvelle idéologie du Parti congolais du travail qui pense que désormais, bon, il peut s'accaparer du pays, faire tout ce qu'il veut, et tant pis pour la population congolaise? Christian, je crois qu'à travers cette élection, on a découvert beaucoup de choses. Encore qu'il y en avait que nous connaissons déjà. Existe-t-il une opposition au Parlement, sinon à l'Assemblée? Je dirais non. Pourquoi? Mais parce que chaque année, l'Assemblée vote à l'unanimité le budget de la République. Le budget, c'est la traduction économique et financière de la politique d'un pouvoir. À partir du moment où vous votez le budget, vous renoncez à votre statut d'opposant et vous choisissez de vous accoler pratiquement au pouvoir. Vous devrez même déclarer que vous êtes la majorité présidentielle. Lorsqu'on écoute les discours du président de l'Assemblée, lors des sessions de l'Assemblée, c'est-à-dire où on est censé avoir, même s'ils ne sont pas très nombreux, on est censé avoir une majorité et une opposition. Mais il parle comme si c'était un parti unique et il n'y a aucune réaction d'un opposant pour dire que ce n'est pas possible. Et j'emboîte le pas. Vous avez suivi pendant la campagne la déclaration de Honoré Nsayi, et pour lequel il y avait déjà eu un débat. Et je crois que lorsque Honoré Nsayi est rentré au gouvernement, ben, tout le monde a déclaré que l'UPADES n'était plus un parti de l'opposition, puisque la guéguerre avait été faite à Nick Fila, qui d'ailleurs est sorti également de cette opposition pour rejoindre la majorité, donc avec une certaine franchise. Alors quand on écoute Honoré Nsayi, il parle, membre du bureau politique de l'UPADES, censé être opposant, et il parle de donnons la priorité au Congo. Et d'après ce que j'ai compris pour lui, donner la priorité au Congo, c'est soutenir Denis Sassou Nguesso, ce qui est extrêmement grave, puisque nous savons que le bilan de Denis Sassou Nguesso est ce que nous connaissons. Et aujourd'hui, ce qui se passe dans notre pays est quand même dramatique. Christian, il y a beaucoup d'observateurs et tu as dû suivre la campagne. Tu vois ce qui se prépare en termes de prestations de serment. Dans un pays où les retraités ont 50, sinon 55 mois d'arriérés de pension. Dans un pays où les conditions à l'hôpital, etc. Et on agit avec arrogance pour défier le peuple, pour se moquer du peuple. Parce qu'on choisit d'aller faire la prestation de serment au stade de Kintélé, un stade qui a au moins minimum 65 000 places, alors qu'on devrait être en train de parler de la réduction du train de vie de l'État. Pendant ce temps, et quand on voit ce qui se passe au Parlement, etc., c'est véritablement triste et c'est véritablement dommage. Oui, En mais fait, évidemment, en fait pardon, pendant que vous en parlez, parce que c'est ça aussi, ce que je disais d'entrée de jeu, c'est un peu ce comportement qu'affiche désormais le Parti congolais du travail. On les a vus hein, pendant la campagne électorale, comment ils ont importé voilà, des gadgets pour la campagne. C'est vraiment des cargaisons qui étaient arrivées. Malheureusement, sur le terrain, qu'est-ce qu'on a observé? C'est que les Congolais, après avoir reçu ces t-shirts, casquettes, je ne sais quoi, autres gadgets, à la fin, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils les brûlaient. Tout ça, c'est l'argent de l'État congolais qu'on a utilisé, qu'on est en train de brûler. Et là, vous parlez d'une investiture qui doit se tenir ou se dérouler au stade de Kintélé. Après, on se pose la question de savoir pour quelle raison. Est-ce que c'est pour montrer aux Congolais que, bon, c'est vrai que vous m'avez boudé, mais je veux vous montrer qu'avec de l'argent que j'ai, je peux corrompre les jeunes, ils viendront et vous verrez qu'ils seront nombreux à venir assister à cette investiture. C'est quoi ce comportement, en fait, ce cynisme, j'allais dire? bon, Qu'est-ce que le ça peut message, présager? moi, je l'interprète de façon différemment, Christian. J'ai retenu quelque chose de très fort dans la vidéo de Laurent Sokoko, pour laquelle d'ailleurs je crois qu'il faut qu'on réserve une suite. Qu'est-ce que j'ai retenu de très fort? Ce que j'ai retenu de très fort, c'est que dans la révélation de Laurent Sokoko,
il nous apprend que Denis Christel Sassou Nguesso, fils de Denis Sassou Nguesso, a déclaré au président angolais Eduardo dos Santos, un, que son père ne travaille pas bien. Deux, que les Congolais ne l'aiment pas. Trois, il ne faut pas se fier à l'image qu'il essaie de se donner à l'international pour mieux agir au plan intérieur. Quatre, nous avons besoin de la conservation du pouvoir. Cinq, pour ça, il faut que vous m'apportez un appui et un soutien pour que je renverse mon père. Alors, quand vous avez suivi ça, Christian, et que vous avez suivi que le Parti congolais du travail n'a pas réagi, que le président de la République n'a pas réagi, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce qui se passe, c'est un défi au peuple congolais pour dire, j'entends dire que vous ne m'aimez pas, mais j'ai des pratiques et des stratégies qui font que je peux me faire organiser une élection et on m'attribue, je finis par obtenir 95% des suffrages exprimés. Et moi, je vais utiliser la communication pour faire connaître et savoir à la communauté internationale que ce qu'on dit de la situation intérieure du Congo, ce n'est pas exact. Voilà, je vous donne l'image de ce qui est exact. Je mobilise les Congolais même et je crois que vous avez su, tous les Congolais, sinon les téléspectateurs, ont suivi cette image de la démarche menée par le grand frère du président Denis Sassou Nguesso, Maurice Nguesso, pour aller le féliciter. Mais qu'est-ce qu'il a dit en filigrane de Maurice Nguesso? Il va bien travailler pendant ce mandat et au bout de ce mandat, les Congolais vont encore lui attribuer un autre mandat. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens sont sûrs de leur stratégie de manipulation, d'instrumentalisation et de trucage des élections pour se dire que, et je crois que les Congolais doivent être avertis quand ils suivent ce qui se passe au Cameroun, quand ils analysent ce que le frère du président de la République a dit, ça veut dire quoi? Mais ne soyez pas surpris qu'on utilise les mêmes pratiques pour modifier encore la Constitution et qu'on trouve un nouveau mandat et que la vision du pouvoir et du président Denis Sassou Nguesso, c'est une présidence à vie. C'est une Oui, mais présidence à même vie. lorsque son grand frère ou son frère lui dit, j'espère que ce mandat-ci, il va bien travailler pour que les Congolais lui renouvellent un nouveau mandat, probablement en 2031. Donc, 31. il faut donc lire ce message à l'envers. Ça veut dire que lorsqu'il dit qu'il doit bien travailler ce mandat, ça veut dire qu'il n'a jamais bien travaillé de l'autre côté. Moi, c'est comme ça que je comprends ça. Et ça corrobore d'ailleurs avec les propos de Laurent Sokoko qui a rapporté que Denis Christel Sassou Nguesso est allé dire à Eduardo Santos que son père ne travaillait pas bien. Le peuple ne l'aimait pas. Alors, donc, l'entourage de Sassou Nguesso sait que Denis Sassou Nguesso travaille mal. Et d'ailleurs, ça a été réitéré lors du procès de général Norbert Dabira, je crois. C'est à ce niveau que nous avons entendu lorsqu'ils étaient en train de préparer leur coup d'État, à la recherche bien sûr du missile qui devait abattre un avion du président de la République, ils se sont dit, mais le président ne travaille pas bien, il faut le descendre. Vous comprenez que donc dans son milieu, tout le monde sait que Denis Sassou Nguesso ne travaille pas bien. En fait, il est, bon, d'aucuns disent incompétent, mais moi je sais que c'est une politique, hein, c'est une mission qu'il a reçue, de détruire le Congo, de le livrer aux multinationales étrangères, de maintenir les Congolais. L'état actuel, un état de précarité très avancé, tout le monde le voit. Mais bref, Denis Sassou Nguesso a échoué sur toute la ligne. Et ce n'est pas moi qui le dis, ce sont ces hommes à lui qui le disent, qu'il a échoué. Bon, maintenant qu'on dit, voilà, ils vont l'accompagner, parce que c'est ce que j'ai cru comprendre dans le message d'Alain Pascal Leyinda, c'est qu'ils vont accompagner Denis Sassou Nguesso pour promouvoir un avenir de prospérité partagée. Prospérité partagée. Qu'est-ce qu'il faut entendre par là? Moi, je crois, Christian, que tu viens d'aborder un problème très clair, très net. Lorsque on vient d'évoquer quelques aspects, parlons de Denis Christel Sassou Nguesso, c'est le fils.
C'est celui qui est même supposé, dans certains milieux, être le bénéficiaire de la préparation d'une succession dynastique, comme ça se fait dans beaucoup de pays africains, tout en sachant que si on fait l'analyse profonde de ces expériences, elles ont échoué, que ce soit au Gabon, que ce soit dans un certain nombre d'autres pays. Et puis, si on aime le pays, on ne devrait pas la... Maintenant, j'insiste sur ça avant de répondre à ta question. Pourquoi? Qu'est Dabira? Christian, j'ai été au comité central du Parti congolais du travail pendant la période 84-89. J'étais au comité central avec Dabira. C'est en ce moment-là que Dabira a été nommé général. Et c'était le grand patron, pratiquement, puisque l'armée suivait les activités politiques. Il jouait, c'était le bras armé de la révolution, etc. Et Dabira était considéré pour le proche des proches de Denis Sassou Nguesso. Mais que l'un des proches aille chercher un missile pour dire qu'il faut descendre son avion, et qu'après les Congolais déclarent qu'il y a un document qui est écrit en toute transparence et on dit que le bilan est positif. Il faut réfléchir. Nyangambwala qui a eu ce débat avec Dabira, il était quand même commandant de la GR. Je ne crois pas que le président Sassou peut nommer commandant de la GR n'importe quel officier général ou officier supérieur. Il s'agit vraiment du cercle restreint et parfois même de la famille, quand je comprends bien. Alors, quand on prend déjà cet exemple, ça veut dire que, y compris dans la famille, l'appréciation est claire. Y compris dans le Parti congolais du travail, l'appréciation est claire. Sinon, Christian, pourquoi le président Denis Sassou Nguesso serait en situation de non-conformité à la loi? Et pourquoi le PCT ne dit absolument rien à cette situation? Un quart de siècle sans respecter la constitution de son pays. Un quart de siècle. Et si on se rapporte à ce que Laurent Gbagbo a déclaré, en disant que la démocratie, c'est le respect des textes, à commencer par la plus grande des normes en droit, qu'est la Constitution. Qui ne respecte pas la Constitution n'est pas démocrate. J'ai été, quand j'étais jeune, un très bon en maths, en mathématiques et en physique-chimie, mais je crois que la déduction est claire. C'est vrai qu'elle peut être différente dans le domaine politique, mais la déduction est claire. On pourrait déduire que l'ensemble des gouvernants du peuple du Congo ne sont pas des démocrates. Et à partir de ce moment, tout ce que nous vivons, lorsque Itoa Bruno déclare à Olombo que tant que nous n'avons pas fini de développer le pays, nous n'allons pas le laisser. Et moi, j'interprète. Nous allons détruire ce pays, puisqu'après 45 ans ou 40 ans de pouvoir, on voit bien le bilan. Et lorsqu'au niveau de l'Assemblée nationale, et c'est ça qui me chagrine, parce que l'Assemblée nationale est censée rassembler ceux qu'on appelle les représentants du peuple, c'est-à-dire ceux qui vivent la réalité du peuple, la misère, la souffrance du peuple. Et les représentants du peuple ne peuvent pas venir clamer haut et fort devant l'opinion tant nationale qu'internationale qu'il faut que nous continuions à faire souffrir ce peuple. Et ça, oui, mais Clément, moi, évidemment, je reviens sur cette question parce que moi, elle me préoccupe. Je vous posais la question tout à l'heure parce que je ne peux pas comprendre ceux qui sont très proches de lui. Vous l'avez même rappelé tout à l'heure, on a cité Nyangambwala, on a cité le général Norbert Dabira, on a cité Denis Christel Sassou Nguesso. Ceux-là qui sont mais vraiment le premier cercle de Denis Sassou Nguesso qui estime que Sassou travaille très mal. Il a plombé l'économie du pays. En fait, il a plombé tout le pays. Et qui en veulent même à sa mort. Même à sa mort. Ce sont là les proches, le premier cercle de Denis Sassou Nguesso, qui estime que Sassou travaille très mal. Et d'ailleurs, il nous met en danger. Bon, je n'aime pas rappeler cette phrase, mais vous comprenez de quoi je suis en train de parler. C'est Nyangambwala qui a prononcé cette parole. Pour dire, ah non, il faut penser à l'avenir d'eux. Mais ce que fait Sassou Nguesso là, il est en train de nous exposer, ça ne va pas. Donc, Denis Sassou Nguesso a échoué, lamentablement échoué. Mais bien curieusement, le Parti congolais du travail, je ne sais pas si ça existe encore, ce parti, à moins que ce soit vraiment une façade, mais je vois comment les autres, je ne sais pas si ce sont des associations qui émergent à côté, on parle de la Vague Bleue, on parle de Patriarche, on parle... Le Parti congolais est de moins en moins visible, j'ai l'impression que ce parti est même mort.
Et c'est ce parti qui continue à venir dire aux Congolais, non, nous on a réussi, voilà, on a bien travaillé, on a entendu certains dignitaires de ce parti dire, le bilan il est positif, positif. Eux disent que c'est positif. Donc, même dans leur camp, on comprend très bien qu'il y a un souci. Mais une fois qu'on a échoué comme ça, après un matin, on vient dire, on a gagné on a remporté une élection à 90%, presque 90%, le suffrage exprimé, et dans le même temps, on est en train de corrompre, comme je l'ai dit, dans la rue, il faut mobiliser la jeunesse, aller assister à une investiture d'un monsieur qui, en réalité, n'a plus rien à donner. Et à ce niveau-là, vous qui êtes de l'opposition, qu'entendez-vous faire? Comme je disais la fois dernière, Non, continuer à commenter l'actualité politique ou parce qu'on est en face d'un problème, d'un gros non, souci, mais j'arrive, Clément. j'arrive, Christian. Oui, Quand tu dis que ils ont échoué, non, il faut avoir deux niveaux. Moi, je vais essayer, bon, j'espère que les téléspectateurs vont me comprendre. Il faut essayer d'avoir une vision macroéconomique. Quand on pense à la vision macroéconomique, on pense au Congo. oui, Et pour penser au Congo, il faut avoir l'amour de ce pays. Maintenant, quand vous venez au niveau microéconomique, vous pensez à l'individu. C'est-à-dire qu'au plan macroéconomique, on a échoué, mais au plan individuel, on est devenu milliardaire. On est devenu extrêmement riche. Certains peuvent même se permettre, comme Epstein, d'aller acheter une île, de faire tout ce qu'on veut là-dedans pour essayer de recevoir un certain nombre de choses. Donc, il y a comme un dilemme. mais, Mais Christian, mais ce sont ces milliardaires-là qui veulent la mort de Sassou Nguesso parce qu'ils se disent, non, donc il va continuer comme ça, nous on risque de perdre même ce qu'on a volé. Et voilà, donc il faut trouver une non, non, mais solution. c'est pour ça que je veux que les Congolais comprennent la situation du pays. Oui, Et c'est pour ça que j'étage ça en deux niveaux. Le niveau macroéconomique, qui est celui de l'État congolais, et le niveau microéconomique. Mais, Christian, référons-nous à ce qui apparaît sur les révélations faites sur les Panama Papers. Un Congolais peut expliquer comment il a fait pour avoir dans les paradis fiscaux 2000 milliards de francs CFA. Fortune nettement plus importante que celle de la reine Elisabeth à sa mort, qui est restée pratiquement, qui a régné pendant 70 ans. Tu peux te l'expliquer? Mais c'est véritablement ça le problème. Maintenant, qu'est-ce que l'opposition fait? Je crois qu'il y a beaucoup de critiques qui sont faites sur l'opposition. Et il faut ordonner les choses. On pense que l'opposition ne bouge pas, qu'elle ne fait rien. Nous apparaissons. Je suis déjà heureux que les gens nous critiquent en disant que nous sommes les hommes des réseaux sociaux. Ça veut dire que sur les réseaux sociaux, nous apparaissons et sur les réseaux sociaux, nous faisons un grand travail qui permet une certaine prise de conscience. Je comprends l'impatience des Congolais parce que j'ai dit l'autre fois que lorsque l'élection s'est terminée, lorsque nous avions dit que nous n'étions pas candidats, et la plupart des Congolais ont poussé un cri, c'était celui de dire 5 ans de souffrance encore, 5 ans de souffrance encore. Comment nous allons en sortir? Et nous en sommes sérieusement touchés, nous en sommes extrêmement préoccupés. Mais lorsque nous sommes très préoccupés, Christian, on essaie de faire l'analyse avec tout ce qui se passe autour de nous. Regardez ce qui se passe au Cameroun. On peut critiquer l'opposition congolaise, mais on ne peut pas dire qu'au Cameroun, les Camerounais ne sont pas sortis, qu'ils ne se sont pas mobilisés. On ne peut pas dire qu'en Côte d'Ivoire, ils ne se sont pas mobilisés. Maintenant, nous, il faut que nous tirons les leçons. En ce qui concerne le RFC, tu as pensé me poser la question là-dessus. Avec les critiques que nous recevons, nous prenons acte. Mais notre responsabilité, c'est de dire, nous ne devons pas baisser les bras et nous devons aller au changement et à la rupture. oui, mais J'entends Clément, parler, pardon, j'entends. Clément, comment aller au changement et à la rupture? Parce que ça a été un test. L'élection présidentielle du 15 mars dernier, là, ça a été un test pour l'opposition que vous êtes. Et ce qui est bien, c'est que vous avez réussi quelque chose de très important d'ailleurs, c'est d'avoir demandé aux Congolais de rester chez eux, de boycotter cette élection. Et là, ça a été une réussite. Je vous posais la question sur ce même plateau, mais la suite, c'est quoi concrètement après que les gens ont boudé Oui, cette élection? Parce que
pour certains observateurs qui étaient sur le terrain, ils nous ont rapporté des éléments voilà, à l'appui pour dire qu'il y a eu moins de 10% qui s'est mobilisé pour aller voter. OK, ça, c'est une Oui, réussite. Mais l'après, c'est quoi oui, concrètement? Christian, Parce que là, mais nous sommes j'en en train viens. d'aller, oui, je vais poser ma question, nous sommes en train d'aller vers une situation qui risque d'échapper à tout le monde. Parce que lorsque les Inda parlent, lorsque vous écoutez, vous l'avez rappelé tout à l'heure, Honoré Sailly, la vidéo existe encore. D'ailleurs, je vais la proposer à nos téléspectateurs et on revient sur le plateau. Vous voyez, nous avons tous arboré des marinières et quelquefois des casquettes. Et là, autour de ce champagne, nous célébrons sa victoire. Et vous allez constater que c'est au grand complet que nous sommes, y compris la patronne du port autonome d'Oyo. Voilà, Clément Birassa, lorsque vous entendez ces gens-là, avec la propagande qui se mène aujourd'hui, déjà, les propos d'Honoré Sailly montrent que le Congo est reparti, comme qui dirait, dans un système de parti-État, monopartisme. La vérité, c'est ça. Puisqu'il est de l'UPADES. Or, l'UPADES est censé être un parti de l'opposition, et d'ailleurs, le chef de file de l'opposition. Et celui qui parle est membre influent de ce parti. Ça prouve à suffisance qu'au Congo, il n'y a plus d'opposition, comme vous le disiez tout à l'heure, surtout pas au Parlement, ça n'existe plus. Nous sommes dans un système unique, d'un parti unique, mais qui s'est déguisé avec des partis satellites autour pour embrouiller tout le monde. Et vous, vous êtes en face d'un tel système. Voilà pourquoi je vous posais la question, c'est quoi la suite? Maintenant que vous savez Oui, que vous avez en face de vous un parti État qui est en train de se réinstaller, qu'est-ce que vous faites? Christian, j'en viens à ta question encore que tu connais un peu la réponse qui va être la mienne. Je suis heureux de t'entendre dire et d'entendre beaucoup de Congolais dire que cette élection a été la victoire du peuple. Parce que pour beaucoup de Congolais, le taux d'abstention était de 90% et le taux de participation, en réalité, on le situe autour de 10%. Donc, si on fait les calculs, on peut dire que le président Sassou a eu 95%, Un camouflet, 94,90% oui, oui, des il sait. 10%. Des 10%. Et si j'ai bien suivi que le nombre d'électeurs était, je crois, de 3,5 millions et quelques, mais si vous prenez 10%, vous êtes à 350 000. Et si vous avez 95% de 350 000, c'est etc. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Mais Christian, il faut que nous expliquions aux Congolais que tous les jours, il y a un travail qui se fait. Je suis les vidéos. Lorsque je vois à travers les vidéos des images qui font apparaître qu'il y a des Congolais, qu'ils soient de la diaspora ou de l'intérieur. Mais il y a des Congolais qui mènent des démarches, par exemple, pour que les dossiers ont été introduits à la Cour pénale internationale. C'est une démarche qui est faite. Lorsque nous essayons, nous, au niveau de l'opposition, d'expliquer aux Congolais qu'il faut que nous clarifions la situation au sein de l'aéropage politique congolais, et on découvre justement que, par exemple, l'UPADES, qui s'en est pris à moi très fortement lorsque j'ai dit un certain nombre de choses sur le fait qu'il existait des faux et des vrais opposants. Mais aujourd'hui, les choses sont claires. Les faits, oui, comme qui dirait les faits, rien que les faits. Ils se sont trahis. Les faits, ils sont clairs. Mais c'est le résultat d'un travail qui se fait. Maintenant, ce que tu évoques, ça relève de la stratégie. Et moi, je dis, parce que j'entends des bruits, je ne sais pas s'ils sont fondés. J'entends dire, par exemple, que au sortir de ça, on va former un gouvernement d'union nationale. Mais pourquoi former un gouvernement d'union nationale? Un parti très fort, qui a un très bon bilan, mais dont l'un des aspects du bon bilan, c'est de faire souffrir les Congolais. Mais ils veulent un gouvernement d'union nationale. Pourquoi? On leur dit, allons au dialogue, faisons le point, un dialogue national inclusif pour permettre aux Congolais de mettre les problèmes sur la table et de redémarrer.
Même ça, ils n'en veulent pas. C'est constitutionnel. Le Conseil national du dialogue est une institution constitutionnelle qui n'est pas mise en place depuis 15 ans. Mais le travail que nous faisons pour que tout ça se mette en place, pour que nous soyons debout. Maintenant, le reste, je dois dire, Oui, mais Christian. pardon, pendant que vous allez continuer à Clément Mirassa, puisque on parle d'un gouvernement d'union nationale, tout ça, ce sont des qualificatifs qui, Ah en non, réalité, c'est j'apprends. pour distraire les gens. Oui, on apprend, tous on apprend, évidemment. Non, mais Gouvernement d'union avant que tu ne nationale. parles, Mais moi, Christian. je vais poser Non, ma question. Vous allez me non, mais répondre par avant la que même tu ne question. parles, non, mais Oui, avant que tu ne parles, oui. on m'a envoyé sur les réseaux sociaux une première proposition du gouvernement. Et je découvre là-dedans Clément Mirassa, ministre de l'économie, ministre du plan, ministre de la statistique, ministre de l'intégration régionale. J'ai dit, mais ça sort d'où ça? Je vois une autre proposition. Bon, Mirassa n'est pas au gouvernement, et je vois Conseil économique, social et environnemental, président Clément Mirassa. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Mirassa se bat pour le changement et la rupture. Et Oui, mais aujourd'hui, pendant que vous le Christian, dites, Clément, dites-moi, puisque là, il y a déjà, je ne sais pas lesquels sont en train de faire circuler de telles informations. Vous dites, on parle d'un gouvernement d'union nationale ou je ne sais de quoi concrètement. Et il y a même des propositions comme ça de gouvernement où votre nom figure parfois. Mais dites-moi, de j'en ai manière, vu voilà, deux ou évidemment. trois, j'étais surpris, très Oui, mais surpris. c'est la question que moi je veux vous poser, de savoir si jamais vous êtes proposé au poste de Premier ministre du gouvernement congolais, le mandat qui va suivre de Denis Sassou Nguesso, s'il faut le dire comme ça. Quelle sera votre réponse? Ben, c'est une proposition qui ne peut pas intervenir, Christian. Non, mais si elle est faite, Parce que non, Denis mais je Sassou vous Nguesso dis, dit, moi je veux de Clément Birassa Premier ministre du gouvernement. non, Vous mais faites j'en quoi? viens, Christian. Clément Mirassa est l'une des personnalités politiques qui s'expriment très régulièrement sur les réseaux sociaux. Et les Congolais connaissent mes idées, connaissent ce que je défends, pas seulement à travers le RFC, mais l'homme politique que je suis. Christian, je ne peux pas être Premier ministre pour aller soutenir des voleurs, des détourneurs. Je ne peux pas être Premier ministre pour aller soutenir des crimes de sang. Je ne peux pas être Premier ministre pour continuer à faire la politique telle qu'elle se fait maintenant, avec un seul but, aller rechercher la fortune. Je préfère rester dans ma condition. Je préfère, c'est vrai que c'est appétissant hein, que l'on apprenne qu'un Premier ministre gagne 25 millions et que du coup, tu rêves certainement qu'en gagnant 25 millions, tu vas passer. Non. Je crois que Sans dans le compter contexte les frais actuel, généraux, on est presque à 100 sans compter millions. les frais généraux, tout ça, je crois que dans le contexte actuel, mais c'est impensable que mais le président s'assoit bien gagné son élection avec un projet de société. Accélérons la marche vers le développement. Mais je ne peux pas. Moi, je ne peux pas. Je ne serai pas dans cette démarche. Par contre, non, Oui, par Christian, contre, par oui, contre, je vous en prie, je oui. tiens à préciser une chose. Par contre, si nous allons à un dialogue national inclusif et que nous mettons les problèmes du pays sur la table, que ce soit la gouvernance électorale, que ce soit la gouvernance de façon générale, que ce soit les questions de... On en débat avec tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Et c'est un des axes de notre combat. À partir de ce moment, mais Christian, et là je vais te faire une confidence, je vais te faire une confidence. Proposer un poste ministériel à Clément Mirassa, pendant que Jean-Marie Michel Moukoko est en prison, c'est me poignarder dans le dos. Je dis Christian et je veux être clair là-dessus. Me proposer un poste au gouvernement ou à la primature pendant que Jean-Marie Michel Moukoko et André Okombi Salissa sont en prison, c'est me donner un coup de poignard dans le dos. Et moi, je ne peux pas l'accepter. Je préfère que ça soit clair dans l'esprit des Congolais. Je reviens donc sur la question que je vous posais tout à l'heure, puisque Pascal Deyinda parle de la promotion d'un avenir de prospérité partagée. Est-ce que vous y croyez, vu les statistiques actuelles, la conjoncture, j'allais dire aussi
économique, pourquoi pas, la nouvelle géopolitique qui se dessine actuellement au niveau international. Peut-on penser que ce gouvernement peut sortir le Congo de la crise? Christian, je dois rappeler aux Congolais qu'entre 2004 et 2014, nous avons engrangé pratiquement plus de 30 000 milliards de francs CFA. Et aujourd'hui, on ne parle plus des excédents budgétaires. Quel a été le résultat de la situation? En 2014, le gouvernement a reconnu, semble-t-il, que nous étions dans une grave crise parce que, d'après eux, il y avait une baisse drastique des prix du pétrole. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même au niveau de la diversification économique, nous avons échoué. Nous parlons de quelle prospérité? Après, et là je retourne la question aux députés, particulièrement au deuxième secrétaire de l'INDA. Au cours de cette campagne, on a découvert quoi, Christian? Le président Denis Sassou Nguesso s'est écrié en disant que c'est maintenant qu'on va se préoccuper de la moralisation de la vie publique. Est-ce que vous trouvez ça sérieux? Plus de 40 ans après le pouvoir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gouvernants et le président Sassou ont conscience, ils ont conscience qu'ils ont protégé les voleurs, qu'ils ont protégé les détourneurs de deniers publics. En fait, ils ont davantage plongé les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et lorsqu'il vient dire aux jeunes qu'il n'y a plus de place à la fonction publique, mais je me dis que tout est dit. Alors, de quelle prospérité parle-t-on? Lorsque les retraités vont aller certainement atteindre 60 mois d'arriéré de pension, lorsque les étudiants sont dans la situation que l'on connaît, de quoi parle-t-on? Évidemment, il y aura la prospérité pour une petite minorité, parce qu'ils vont davantage s'enrichir, c'est leur préoccupation. Ils vont davantage enfoncer les Congolais dans la misère et dans la souffrance. Et je m'excuse de le dire, le président Sassou connaît les indicateurs. Je peux lui en rappeler deux. Je peux lui en rappeler deux. Le premier, c'est l'indice de perception de la corruption. Et le Congo a un indice de perception de la corruption en 2024 de 23 sur 100. 23 sur 100. Donc, véritablement médiocre. Et on ne peut pas aller à la prospérité si on ne combat pas la corruption, les détournements des deniers publics. Et ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, l'indice de démocratie, comme je l'ai dit tout à l'heure, est de 2,79 sur 10. Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes un pays à régime autoritaire, c'est-à-dire une dictature. Et tu sais, Christian, que dans la dictature, on organise une élection selon le principe qu'on ne perd pas une élection qu'on organise. À partir de ce moment, de quelle prospérité vous allez parler? Alors, vous avez vécu la situation d'Anatole Libongo qui a fait un tour dans son département d'origine et qui s'est vu signifier dans la journée qu'il fallait qu'il quitte le département, c'est-à-dire qu'on ne respecte pas les lois et règlements de la République. Le président de la République ne respecte pas les lois et règlements de la République dans un pays où la Constitution, ça veut dire que même au plan international, les partenaires se méfient de nous. Parce que si vous ne respectez pas votre propre constitution, qui doit être considérée comme un document sacré, mais quel autre document vous pouvez encore essayer d'appliquer, etc. Oui, Clément Birassa, il y a un autre aspect que M. Leinda a relevé dans son discours. J'espère que vous l'avez suivi. Il parle de Denis Sassou Nguesso et il appelle, hein, comme d'habitude, l'homme du 5 février. Donc, supposé le 5 février 1979. Tous les Congolais le savent, c'est la suite du coup d'État militaire qui, ben voilà, contre le commandant Marien Ngouabi, le coup d'État militaire de 1977. Qu'est-ce qui peut expliquer que depuis là, et malgré la petite pause évidemment, j'allais dire démocratique au Congo entre 92 et 97, que jusqu'à maintenant, le PCT continue à appeler Denis Sassou Nguesso l'homme du 5 février. Qu'est-ce que cela sous-entend? Mais Christian, les choses sont claires. Je rappelle aux Congolais, parce que moi, j'ai participé au congrès, au troisième congrès extraordinaire du PCT de mars 1979. Mais je pense que pour moi, la réponse est claire. Pourquoi je le dis?
Parce qu'en ayant participé au congrès, au troisième congrès extraordinaire du PCT de 1979, mais nous avons pris des résolutions très fortes au sein du PCT contre la corruption, contre l'enrichissement illicite. On a parlé de la bonne gouvernance. On a même pris les congressistes ont même pris la décision de faire enfermer le président Yombi et il est resté 11 ans sans procès, etc. Mais en fait, pour beaucoup, c'est quoi? Mais beaucoup, c'est le point de départ de leur richesse. Encore que je dois dire que si richesse il y a eu, ce n'est pas surtout pendant la période de 79-92. Richesse il y a eu à partir de l'après-guerre du 5 juin 1997 et avec cette bénédiction je parlerai de bénédiction. On aurait pu parler de malédiction qui a fait que de 2004 à 2014, on a connu une embellie pétrolière qui était due à la hausse significative des prix du baril du pétrole et les gens, ils en ont regardé les immeubles. Je crois, Christian, il faut que les jeunes, vous qui faites la communication, j'ai retrouvé une fois, mais je ne sais pas si je peux retrouver. J'ai retrouvé une fois une image de la maison du président Massamba Deba à Boko. Et je vois la plupart des constructions ici. Et de temps en temps, les gens parlent même de la maison du président Marien Ngouabi, etc. Pour montrer à quel point il y a eu la détérioration au niveau des questions de morale, d'éthique, où on a donné, il y a même une déclaration où le président Yombi se plaint de ce que, évidemment, le vol qui était devenu une honte est pratiquement devenu quelque chose qui est apprécié, etc. Mais enfin, je ne voudrais Oui, pas. Clément Mais je Birassa, moi dis, je vous posais la question sur l'homme du 5 février, puisque le PCT continue à le considérer comme l'homme du 5 février. Est-ce que ce n'est pas là les élans, comme on le disait d'ailleurs d'entrée de jeu, d'un parti unique qui est en train de vouloir se consolider et probablement que lors de ce mandat qu'ils ont encore usurpé, 2026-2031, qu'ils vont préparer, comme qui dirait, tout le système à l'instar du Cameroun. Ils peuvent s'inspirer de ce que vient de faire le Cameroun, la nomination d'un vice-président par le président de la République au Congo. Est-ce qu'on peut s'attendre à ce schéma? mais ce schéma existe depuis, Christian. Tu fais bien de me poser la question parce que j'ai sous mes yeux un document sous le signe de la présidence de la République. Hein. Ce document a été conçu par le commissaire général et ministre délégué chargé du suivi des recommandations du dialogue de Sibiti, Dominique Basseila. Mais Basseila a produit un document. Ce document est d'octobre 2025. Et là-dedans, c'est la vente, le fait qu'il faut aller à la création des vice-présidences. Il rappelle même que en 79, justement plutôt en 77, après la mort du président Marien Ngouabi, on avait un système où il y avait deux vice-présidents. Il y avait le président Yombi, qui était vice-président, et puis il y avait un premier vice-président, Denis Sassou Nguesso, chargé des activités du Parti congolais du travail, ministre de la Défense, et lui, Sylvain Goma, deuxième vice-président, premier ministre. Et il a évoqué ces cas, il a même évoqué. Mais en fait, si c'est pas un hasard. C'est pas un hasard. Et quand vous lisez le document de Bassela que j'ai sous les yeux, la proposition de Bassela va Le dans le même Dominique sens. Basseila qui proposait le regroupement des C'est partis Dominique politiques en Bassela, j'ai le trois. document sous les yeux. J'ai le document sous les Oui, yeux. je vois, C'est oui. le document d'octobre Proposer la 2025. création d'un poste de vice-président, D'un poste modification de la et Bassela, Constitution. ce que Bassela a proposé, mais c'est pratiquement ce qui se fait au Cameroun. C'est-à-dire que dans la modification de la Constitution, on n'avait pas fait apparaître un poste de vice-président. Et l'une des propositions de Bassela, c'est de dire justement que ce soit le président de la République qui nomme le vice-président par un décret. Mais c'est ce qui semble apparaître au Cameroun,
Oui, il semble apparaître en termes de spéculation que le fils du président Biya, Franck Biya, Alors que a beaucoup de je chance. croyais que c'est le Cameroun qui était initiateur de ce genre de projet, mais je me rends compte que le Cameroun, finalement, avait prêté l'oreille à ce que Basseila disait, et voilà, ils sont Mais il n'y a pas passés. que le, mais il n'y a pas que le Cameroun. Mais, Christian, les pays de l'Afrique centrale se distinguent au plan international, mais surtout au plan africain, par la longévité de leurs dirigeants au pouvoir. Quand vous prenez le président Biya, ben, il a pratiquement 42 ans au pouvoir. Mais il est le plus âgé, il est le doyen, mais il est dévancé du point de vue de la durée au pouvoir par le président Obiangema, qui lui est arrivé au pouvoir depuis 79 et qui est au pouvoir de 79 jusqu'à maintenant. Et la notion de vice-président nommé par le président, mais elle est apparue avec le président Obiang qui a déjà nommé son fils depuis de nombreuses années comme vice-président. Là. En fait, c'est comme une succession dynastique que l'on prépare. Et on sort du cadre de la démocratie, etc. On est dans une vision de gestion Oui, mais clanique, de qu'en gestion pense familiale. le RFC, le Rassemblement des forces du changement? Que Ah, pense nous y sommes foncières. votre organisation face à, j'allais dire, ce complot qui se dessine déjà? Parce que finalement, ce n'est qu'un secret de polichinelle. Tout le monde sait désormais ce qui va se passer pendant ce mandat. Ben, nous y sommes foncièrement opposés. Et nous préférons que la population soit sensibilisée pour dire que nous y sommes foncièrement opposés dans ces petits calculs, soit des successions claniques, soit des successions. Non, le Oui, Congo mais on est une risque d'assister république. encore à un passage aux forces et pour que le RFC vienne Mais c'est encore les capituler, c'est Congolais. ça? On va continuer comme ça? Nous allons continuer à faire notre travail. On a vu comment les Congolais se sont levés en 2014 pour, etc. Et puis ils ont compris. Parce que même au moment où le président Sassou changeait la constitution, ou œuvrait pour changer la constitution en 2014-2015, malgré les conseils avisés qui lui ont été donnés par Jean-Louis Debré, l'ancien président du Conseil constitutionnel de France, qui disait qu'il avait lu la constitution et que ce qui était préconisé n'était pas possible, sauf si on ne respectait pas la loi. Donc, on n'a pas respecté la loi. Ben, Oui, mais aujourd'hui, Jean-Louis il Debré, faut... lui, il répondait là en tant qu'observateur. Vous, vous êtes un acteur Oui, bien sûr. politique. Et nous Ben, savons que la nous sommes politique, c'est acteurs. aussi un rapport Mais, de mais, mais, force. Donc, on mais attend quelque Christian, chose de vous. Il faut qu'il y ait un rapport de force pour empêcher cela. mais nous y travaillons. Et c'est pour ça que nous appelons les Congolais à prendre les destinées de leur pays entre leurs mains, en leur précisant que nous, on agit de façon démocratique et de façon pacifique. Et tu aimes rappeler qu'il y a des dispositions qui sont prévues, que ce soit dans notre constitution, que ce soit dans les textes internationaux. Mais déjà, le fait d'en parler, c'est déjà quelque chose. Dans tous les cas, au Congo, il y a déjà un problème. Le problème que nous avons déjà au Congo, c'est, je l'ai dit tantôt, je crois que l'un des prétendants, c'est Denis Christel Sassou Nguesso. Et qu'à un moment donné, il faut qu'on ait des débats très clairs là-dessus. Ben, il a voulu, pas qu'il a voulu, il a sollicité l'appui pour renverser son père. Renverser son père, c'était quoi? Créer l'instabilité. Et ce problème ne sera pas résolu. Il va passer sous silence. Les Congolais vont se taire. Quand j'entends parler, par exemple, de gouvernement d'union nationale, en fait, c'est quoi? Nous ne sommes pas conformes à la loi, mais allons vers un système où on met tout le monde dans le panier et on oublie tout ça. Nous, on n'est pas dans cette démarche. On est dans la démarche où il faut une certaine rationalité et nous ne nous sous-estimons pas, puisqu'en dépit des critiques qui nous sont faites, on reconnaît quand même que les Congolais n'ont pas été votés. Et c'est quand même quelque chose de fort. Et que tu utilises une expression, comment nous capitalisons ça au plan de la stratégie, c'est des aspects que nous devons voir très sérieusement. Merci Clément Mirassa, nous sommes à la fin de cette émission. Je vais vous poser donc la toute dernière question. L'heure est arrivée à la fin et votre réponse comptera du mot de la fin. Maintenant qu'on s'achemine vers voilà, l'investiture de Denis Sassou Nguesso, qu'attendez-vous de son discours? Je vais être constant avec ce que j'ai déjà dit, je vais être constant avec ce que je déclare.
Avant de parler de son discours, je vais attirer l'attention des Congolais. Le président Denis Sassou Nguesso n'est pas en conformité avec la loi. Ce n'est pas une attaque personnelle que je lui fais. C'est l'analyse d'un certain nombre de documents qui sont à notre disposition, parmi lesquels est la Constitution. Il a prêté le serment en 2002. Il n'était pas en conformité avec la loi. Il a prêté de nouveaux serments en 2009. Il n'était pas en conformité avec la loi. Il a prêté serment en 2016. Il n'était pas en conformité avec la loi. Il a prêté serment en 2021. Il n'était pas en conformité avec la loi. Et moi, je suis de ceux qui sont convaincus que ce soit au moment de la prestation de serment, qu'après la prestation de serment, le président Sassou ne sera pas en conformité avec la loi. Et il faut que les Congolais le sachent. Il faut que les Congolais le sachent. Comme quoi, son serment ne sera pas légitime, c'est ça? Pas légal. Mais les faits, parce que j'aime bien, c'est la phrase que j'ai retenue du président du Conseil constitutionnel, en disant qu'en matière de droit, il faut des preuves. En matière de droit, il faut des preuves. Je prends un cas précis sur lequel j'ai réfléchi, Christian. J'entends dire que le président Denis Sassou Nguesso va profiter de cette occasion pour déclarer son patrimoine. Et beaucoup de Congolais pensent qu'en le faisant, il devient conforme à la loi. Ils se trompent. Ils se trompent. Et je vais leur expliquer l'essence même de la déclaration du patrimoine. Et c'est pour ça que ce soit dans l'article 48 de la Constitution du 20 janvier 2002, ou bien dans l'article 55 de la Constitution du 25 octobre 2015, on dit « Tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique est tenu de déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation de celle-ci. » L'intérêt du plan de la gouvernance, c'est quoi, Christian? Il faut que le peuple congolais se rende compte que vous n'avez pas profité de votre position pour vous enrichir. Je ne sais pas si je me fais comprendre, Christian. Et les éléments, c'est quoi? Mais logiquement, quand le président Sassou fait sa prestation de serment le 16, je ne sais pas si c'est le même jour qu'il va faire la déclaration de patrimoine, logiquement, la Cour constitutionnelle, la Cour suprême, où sont logées ces déclarations de patrimoine, doit sortir sa déclaration de patrimoine du début du mandat en 2021. On sort, etc. Et un examen doit être fait, sinon un audit doit être fait pour savoir si le président Sassou n'a pas profité de sa présence pour s'enrichir. Et vous pensez qu'il va prendre ce risque-là de faire la déclaration de patrimoine, parce que ça sera aussi un aveu d'avoir finalement violé la loi pendant tous les mandats précédents. Bon, enfin, c'est pas intelligent en fait s'il le faisait, mais bon, il est déjà en difficulté, comme vous aimez à le rappeler, hein, en situation difficile avec la loi. Mais moi, je vais vous poser la question parce que le temps aussi s'en va. Qu'attendez-vous de ce discours? Un discours d'apaisement, la libération qu'il annonce, la libération des prisonniers politiques, qu'il essaie d'être ferme, qu'il montre par les faits que désormais, voilà. Qu'attendez-vous de ça? L'un des éléments que j'attends de façon forte, mais peut-être que je ne sais pas si je serai dessus, c'est que le président Sassou annonce que le gouvernement va lancer une procédure pour la prise d'une loi d'amnistie pour la libération de Jean-Marie Michel Mokoko et André Kombi Salissa. Pourquoi je le dis? Parce que connaissant les deux hommes, sauf s'ils ont changé, parce que je n'ai pas de contact fréquent avec eux, je ne crois pas que la grâce présidentielle soit une démarche qui leur convienne. Et je pense que, connaissant leur tempérament, connaissant leur endurance, ils auraient souhaité que nous allions vers la prise d'un texte d'amnistie pour que Jean-Marie Michel Mokoko, André Kombi Salissa et les autres soient amnistiés. Et je crois que... Maintenant, l'autre décision forte que j'attends du président Sassou, et ça serait oui, mais, pardon, à ce sujet, évidemment, pendant que vous étiez en train de le dire, et moi, je pense, si jamais il peut annoncer la libération des prisonniers politiques, à l'instar, bien entendu, le général Jean-Marie Michel Mokoko et André Kombi Salissa, ça sera aussi un indicateur très fort pour montrer aux Congolais que finalement, il est dans son dernier mandat. S'il ne le fait pas, les Congolais doivent comprendre que monsieur ne veut pas quitter le pouvoir.
Simplement. Alors, le deuxième aspect que j'évoque, Christian, c'est de rappeler aux gouvernants congolais, et particulièrement au président Denis Sassou Nguesso, qu'au prix du sang, on a fait changer la constitution dans ce pays. Il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de sacrifices. Et je pense que dans cette constitution, il y a deux articles, l'article 227 et l'article 228, qui instituent un conseil national de dialogue. Je dis bien un conseil national de dialogue, organe de réconciliation, d'apaisement et de recherche de consensus entre les forces vives de la nation. Je crois que si on tient à l'apaisement, au lieu de parler de gouvernement d'union nationale, je crois que l'un des aspects vers lesquels on devrait se tourner, c'est d'aller vers la tenue d'un dialogue national inclusif qui inclurait tous les Congolais, tant de l'intérieur que de l'extérieur. Ce n'est pas pour faire la chasse aux sorcières, ce n'est pas pour essayer de créer des problèmes, mais pour œuvrer dans l'intérêt du Congo pour sortir ce pays de la grave crise multidimensionnelle qu'il traverse depuis plus de 10 ans. Les Congolais sont dans la souffrance, le Congo est dans la ruine et dans la catastrophe. On a besoin d'un sursaut. Voilà, mais je suivrai le discours et après le discours, je crois que nous aurons l'occasion de nous retrouver et on dira un certain nombre de choses à ce propos. Merci Clément Mirasavon. Je constate que le courant vient de partir. Ah ben, le courant est parti au Congo, mais malheureusement, c'est à la fin de l'émission. Merci beaucoup. C'est le nouveau départ d'un nouveau mandat présidentiel. C'est pour accélérer le développement. Merci. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Les petits gestes d'encouragement, je vous le rappellerai de temps à autre, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air justement de la vidéo. Cela nous permet évidemment d'améliorer notre référencement. Partagez cette émission et dites-nous en commentaire vos opinions, ce que vous pensez de cette émission. Bon, malheureusement, chez Clément Mirassa, le courant vient de partir. Ben, c'est un quotidien des Congolais. Bon, voilà, on a dit il faut accélérer la marche pour le développement et ça commence par là. Mais je vais vous rassurer une chose, c'est qu'il n'y a jamais de développement sans énergie. Il ne peut pas avoir développement sans énergie. Et ça commence par là, parce que même l'économie, hein, c'est ce qu'on nous dit. L'économie, en réalité, en deux mots, c'est quoi? C'est la matière première et l'énergie. Mais quand il n'y a pas d'énergie, même l'économie en souffre. Merci et donc on se retrouve très prochainement.